Bonjour tout le monde. Donc je lance officiellement ma chaîne. Yes. Et pour mettre les choses en contexte, j'avais envie de faire une petite vidéo qui parle de moi. Et je dirais que la raison principale pour laquelle j'avais envie de parler de mon parcours, c'est que j'ai commencé dans ce métier-là en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. J'essayais d'être quelqu'un d'autre parce que j'avais l'impression que quelqu'un comme moi, avec mon parcours, n'avait peut-être pas sa place dans un monde aussi corporatif, sérieux et professionnel. Vous savez, on sort des écoles et on a l'impression qu'on doit être un peu surnaturel. Les offres d'emploi nous demandent d'être des ninjas. Donc on a beaucoup de pression, on veut que notre compte BN soit le plus cool. On veut bien paraître devant nos pairs. On veut avoir l'air propre, brillant et cultivé. Donc on essaie tout le temps de paraître hyper parfait. Mais c'est bien beau vouloir paraître exemplaire à l'entrevue pour un emploi, mais sur le long terme, une fois qu'on a la job, éventuellement on devient nous-mêmes. Et après ça, on a l'air de quelqu'un qui se cherche, qui n'a pas d'identité, qui est toujours instable. Donc je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais essayer d'être tout le temps moi-même, puis de toujours me présenter comme étant la personne que je suis réellement. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, je manquais énormément de confiance. Je pense que ce manque de confiance-là a été amplifié parce que mon parcours est un peu particulier. Et qui sait, peut-être que mon parcours n'est pas aussi particulier que je pense qu'il l'est, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais rencontré personne d'autre dans le design à qui je pouvais m'identifier et que j'avais l'impression qu'ils ont vécu sensiblement les mêmes choses que moi. Bref, j'ai cru que ce parcours-là ferait peur aux autres et pourrait les rendre mal à l'aise aussi. Mais maintenant, j'en suis à un point dans ma croissance personnelle où j'ai envie d'être moi-même, d'être humain, d'arrêter d'être un ninja, et surtout d'apprendre à arrêter d'avoir peur du jugement. Et en passant, se filmer et se diffuser sur Internet, c'est un bon point de départ pour combattre sa peur du jugement. Parce que éditer sa face puis sa voix pendant des heures, c'est vraiment tough. Mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Et je veux dire, j'aime tellement parler de design et de typo que autour de moi, j'ai pas mal brûlé toutes mes oreilles. Donc j'ai décidé que la solution, c'était de parler à des oreilles virtuelles et hypothétiques. Mais sérieusement, se regarder sur vidéo, c'est extrêmement difficile. Je me souviens, après avoir fini ma première vidéo, après l'avoir regardée, je m'étais dit, je pourrais jamais publier ça. C'est drôle à quel point on n'a pas l'habitude de se voir. Je veux dire, écoutez, si jamais vous essayez d'écouter une de mes vidéos et que vous me trouvez insupportable, que ma voix nasillarde high pitch vous agace, dites-vous que 1. Je suis 100% d'accord avec vous, et que 2. C'est pire pour moi de me regarder que pour vous. Donc bref, je fais pas ça parce que j'aime me regarder, mais parce que j'ai envie d'apprendre à mieux me connaître de l'extérieur. Je veux dire, ça fait mal de se voir soi-même, mais quelque part, c'est ça le but. Je veux dire, je travaille en communication. Avec le temps, j'ai appris à être vraiment pertinent dans ma rédaction de plans de communication. Et je pensais l'être également dans mes communications personnelles. Jusqu'à ce que je m'écoute parler. On apprend énormément de choses en s'observant. Et honnêtement, en premier, j'avais juste envie de me cacher. Je veux dire, je réalisais que tout ce temps-là, j'avais l'air de... Je veux dire, je réalisais que tout ce temps-là, j'avais l'air de ça quand je parlais. Mais maintenant, faire des vidéos, je vois ça comme une bonne opportunité d'apprendre à m'améliorer en tant que communicateur, de me pratiquer à rester moi-même et de m'accepter comme je suis. C'est vraiment une expérience transformatrice que je souhaite à tout le monde de vivre. Et même si le but, c'est pas de publier le résultat, je vous invite vraiment à vous filmer et à vous regarder. Et vous allez être témoin de petits gestes et de comportements sur lesquels, jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas de contrôle. Mais ça va vous donner par la suite l'opportunité de travailler sur vos points faibles. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais envie de parler un peu de mon parcours. Donc je suis né dans un petit appartement modeste, en plein cœur de la bande prolétaire qui entoure le centre-ville de Québec. Le même été que sont morts Stan Rogers, Klaus Nomi et Louis Buniel. Et je suis sorti de l'usine avec une belle brochette de particularités neurologiques qui ont eu raison de mon parcours scolaire et par conséquent de mon enfance en général. La première forte manifestation de ces troubles a été pendant ma 4e année au primaire où j'ai été retiré des classes pour aller consulter des spécialistes. À seulement 9 ans, je présentais plusieurs symptômes de différents troubles qui, eux, tous ensemble, m'ont mené à des troubles anxieux généralisés. Donc, dans les 26 dernières années consécutives,
je vis avec différentes manifestations d'anxiété. Mais bon, sans vouloir trop entrer dans les détails, j'ai appris vers l'âge de 9 ans que j'allais jamais apprendre comme les autres, que j'allais jamais socialiser comme les autres. Bref, que j'utilisais pas mon cerveau de la même façon que les autres. Donc toute ma vie, j'ai dû créer mon propre parcours. C'est quelque chose de quand même assez frustrant d'essayer d'évoluer dans un monde qui n'a pas été conçu pour nous. Et comme si grandir, c'était pas quelque chose de déjà à la base d'assez compliqué, il y avait personne qui avait préalablement tracé aucune route pour moi. Je veux dire, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à me cacher dans les bibliothèques des écoles que j'ai fréquentées, à l'abri des autres jeunes et de leurs problèmes de genre normaux. Et j'ai attendu d'avoir l'âge légal pour sortir du système scolaire. Et je dois dire, j'ai pas vraiment eu d'encadrement ni d'aide, parce qu'à l'époque, ces troubles étaient mal compris des professionnels et pire encore, beaucoup de mes professeurs refusaient même de croire en l'existence de ces troubles. Et selon mon expérience personnelle, la technique la plus répandue des professeurs face aux jeunes qui avaient ce type de troubles-là, c'était de les culpabiliser et de les humilier devant tout le monde jusqu'à ce qu'ils redeviennent normaux. Et comme vous pouvez le deviner, non seulement ça marche pas, mais sérieusement, ça laisse des traces. Je veux dire, j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à faire confiance aux autres. Et je suis comme devenu une espèce d'organisme social à moi tout seul. Et ça, jumelé à ma grande et obsessive curiosité, ça m'a amené à toujours remettre en question les idées et les opinions des autres. Et je comprends que ça peut être quelque chose d'agaçant, donc je fais mes excuses publiques. Bref, j'ai développé comme réflexe que aussitôt que quelqu'un choisit un chemin, je sens le besoin d'en choisir un autre. D'un côté, c'est génial parce que mes actions et mes réflexions ne sont pas biaisées par de quelconques rituels sociaux. Et croyez-moi, il y en a plusieurs. Je veux dire, la quantité de comportements impertinents que les gens peuvent avoir juste à cause du contexte social est impressionnante. Mais cette condition a également beaucoup de désavantages. Parce que le fait de ne pas participer à ces comportements sociaux-là peut également provoquer des états dépressifs caractéristiques aux gens isolés socialement. Je veux dire, ça ne provoque pas automatiquement des comportements antisociaux. Plusieurs personnes souffrant de ces troubles peuvent éprouver toutes sortes d'envies sociales. Comme moi, par exemple, j'aime ridiculement l'humanité. Mais les comportements antisociaux peuvent devenir des symptômes de ces particularités neurologiques. Et tout le manque de confiance que ça a engendré de moi envers les autres, mais aussi de moi envers moi-même, initialement, ça m'a vraiment bloqué sur le plan professionnel. J'ai fait du graphisme pour des amis musiciens depuis à peu près 1998. J'ai commencé à le faire à l'ordinateur avec les produits Adobe autour de l'an 2000. Époque à laquelle j'ai commencé à faire mes premiers sites web en louant des livres sur le HTML à la bibliothèque. Bref, je touche à ce monde-là depuis à peu près 20 ans. Mais j'ai seulement trouvé le courage de faire du design mon vrai métier qu'en 2012. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais tellement complexé par ma situation. Je veux dire, un gars qui retourne à l'école à 30 ans, qui a l'air un peu d'un extraterrestre dans ses relations sociales, et qui a attendu tout ce temps-là avant de décider de faire du design son métier. J'avais peur que ça fasse parler, j'avais peur qu'on me juge pour mes différences plutôt que mes compétences. Et c'est là que j'ai comme snappé, que j'ai décidé de vivre ma vie scolaire et professionnelle comme si c'était une course vers l'excellence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dressé une liste de tout ce que les autres graphistes trouvaient le plus compliqué, le plus dur à faire. Et je me suis entraîné à essayer de toutes les maîtriser, juste pour prouver que mes troubles ne pouvaient pas me ralentir. Et j'avais déjà une longueur d'avance un peu sur les autres qui entraient dans le métier en même temps que moi, vu que j'en ai fait pendant 20 ans. J'avais déjà travaillé avec toutes les bases. Donc là, j'ai comme viré un peu freak, puis j'ai essayé de lire tous les livres qui étaient cités comme étant des ressources théoriques et techniques incontournables, et j'ai généralement essayé de tous les apprendre par cœur. J'avais visiblement un complexe à cacher. Et je lisais aussi tous les livres qui se trouvaient dans les bibliographies des autres livres. J'étais devenu même anxieux à l'idée de passer à côté d'un livre super important. C'est comme si pour moi, faire comme x10 que tout le monde faisait, c'était pas suffisant. Je voulais faire x1000, je voulais faire x1 million. Et ça, pour ceux qui vivent avec ce symptôme particulièrement-là, oui, c'est de l'anxiété de performance. Un jour, j'ai lu le texte d'un graphiste qui s'essayait pour la première fois en dessin de caractère typographique. Et il a qualifié cet exercice-là comme étant le summum en défi technique pour tout designer graphique.
Donc évidemment, j'ai voulu dessiner ma première police de caractère, je pense à partir même de ma première année d'école. Et à l'école, à partir de ma deuxième année, j'ai commencé à dessiner les caractères de tous les titres de tous mes travaux. Et ça, sans le dire au professeur. Et quand je veux dire je dessinais les titres, c'est pas genre les trucs cute, genre fait main, là. Non, je veux dire, pour pratiquer mon dessin de caractère typographique, si je trouvais par exemple que le caractère approprié pour le titre d'un de mes travaux, c'était par exemple, je sais pas moi, une néo-grotesque comme univers, ben je dessinais la néo-grotesque. Je voulais vraiment apprendre plus que qu'est-ce qu'on enseignait à l'école. J'étais suffisamment complexé pour toujours vouloir garder une longueur d'avance sur les autres. Et j'étais aussi obsédé à toujours vouloir tout faire moi-même. Honnêtement, juste l'idée qu'un graphiste pouvait faire une carrière à seulement assembler le travail de d'autres personnes, ça me dérangeait fortement. Et je disais pas au prof que je dessinais mes propres titres pour plusieurs raisons, en fait. La première étant qu'elle m'aurait dissuadé de le faire. En fait, c'est quand même ridicule de dessiner ses propres titres parce que, ça donne pas plus de points, je prends plus de risques et ça me rend pas plus embauchable. Je veux dire, il n'y a pas un employeur qui demande de la part d'un employé de dessiner des polices de caractère. Mais une autre raison aussi pour laquelle je le disais pas aux profs, et qui est la raison la plus fun, je voulais voir si les profs allaient s'en rendre compte. Et ils m'en ont jamais parlé, c'est peut-être parce que au fond, ils pensaient juste que que j'allais chercher mes polices sur Dafont ou je sais pas. Et aussi quand j'étais à l'école et dans les 2 premières années du marché du travail, je voulais vraiment travailler dans l'imprimé. J'ai toujours tripé sur les livres, sur le papier, la finition. Honnêtement, j'ai touché et senti pas mal plus de livres que j'en ai lus. Je me disais aussi, ça fait des années que tout le monde dit que l'avenir est dans le web, que les graphistes devraient s'orienter vers le web, que je m'étais dit que dans quelques années, l'expertise en imprimé allait se perdre. Donc j'ai vraiment insisté pour travailler dans l'imprimé, jusqu'à ce que je fasse une étude de marché pour me rendre compte que dans ma région, la ville de Québec, il y a beaucoup plus de monde en impression, en pré-presse, qu'il y en a en web. Donc, j'ai migré vers le web. Puis quand j'ai commencé, c'était la folie autour des licornes, c'est-à-dire les designers graphiques qui codent. Et les graphistes du web se plaignaient que c'était pas à eux d'apprendre les grands secrets du HTML, du CSS ou même du JavaScript, que c'était trop complexe et qu'ils étaient peut-être trop vieux pour retourner à l'école pour apprendre pratiquement totalement un autre métier. Mais moi, obsessif comme je suis, évidemment, j'ai appris à coder. Et me voilà aujourd'hui, toujours un peu complexé, expert en design graphique, illustrateur, lettreur, designer de police de caractère, designer interactif numérique, développeur front-end, qui connaît bien les méthodes du UX, qui a en plus de ça travaillé en imprimerie, en reliure traditionnelle, en artisanat, bref. Et j'énumère pas tout ça comme si j'étais en train d'écrire un CV et que j'essayais d'en mettre le plus possible. Non, je crois être assez confiant dans toutes ces disciplines-là pour être game de participer à un concours. Que je dis pas que je gagnerais, mais je serais game dans toutes ces disciplines-là de participer à un concours. Et c'est toutes des choses dans lesquelles j'ai passé vraiment, vraiment plusieurs heures. Comme ce temps-ci, je fais beaucoup de programmation, d'intégration, je code beaucoup, mais ce que j'ai fait le plus longtemps, c'est l'illustration. Je veux dire, on est vraiment à 2 antipodes. Donc, j'ai comme pas le réflexe d'offrir tant que ça mes services d'illustrateur. Mais pourtant, l'illustration, j'en ai fait pendant 25 ans. Mais bon, j'imagine, ce temps-là, il est pas perdu. J'aime toujours faire l'illustration. Et la créativité en général, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, peu importe ce qu'on fait. Je veux dire, honnêtement, coder, là, faut être vraiment créatif. Et pourtant, même avec tout ça, j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi de trouver et de garder des emplois en agence. Je veux dire, imaginez jamais être junior. Imagine sortir de l'école et être pris pour expliquer à un directeur artistique les rudiments de la typographie. Imaginez savoir à chaque fois qu'on se fait bullshiter. Alors que qu'est-ce qu'on me demandait, c'est-à-dire le parcours régulier, c'était de sortir de l'école, rien savoir du tout, de croire tout ce qu'on nous dit pendant 10 ans, puis de devenir la personne que nos employeurs ont formée. Et si vous me permettez la petite critique, honnêtement, dans le milieu de l'agence publicitaire classique, il y a quand même pas mal d'orgueil et de hiérarchie.
Donc, l'attitude gagnante pour un junior, c'est de pas parler et d'apprendre. Et je veux surtout pas dire que c'est le cas de tous les agences, mais celles dans le type plus Mad Men, plus classique comme on en a encore ici, ça peut créer ce type d'environnement de travail-là. Et pourtant, je rêve de trouver un mentor, je rêve de trouver quelqu'un d'aussi passionné que moi en design et en sciences humaines. Quelqu'un qui comprendrait d'où je viens et qui pourrait même avoir un parcours similaire. Mais pour le moment, je me suis fait à l'idée que j'allais prendre en charge ma propre carrière. Donc voilà mon histoire et bon, je lance la chaîne justement parce que je crois beaucoup aux avantages du partage de connaissances et à la démocratisation de l'enseignement pour une culture professionnelle forte et en santé. Je compte également l'utiliser aussi pour vlogger un peu, donner des opinions et aussi donner des nouvelles de ma situation et de parler des transformations dans ma vie professionnelle. D'un côté, c'est un peu comme une espèce de documentaire sur le long terme, mais aussi pour laisser savoir à celles et à ceux qui auraient une situation similaire qu'elles ne sont pas seules. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et si jamais vous avez aussi un parcours particulier, sentez-vous libre de le partager avec nous dans les commentaires en dessous ou sinon, mieux encore, faites des vidéos. Libérez-vous et soyons fiers de nos différences. Ensemble, diversifions le design à Québec. Bye!